Le nihilisme, une idéologie qui rejette toute croyance. Cette théorie philosophique, introduite par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, très difficile à dire ce nom, affirme le fait que la vie n'a pas de sens et que celle-ci est absurde. La vérité, le mensonge, la morale, toutes ces choses n'existent en réalité pas et sont le fruit de l'imagination et des croyances des hommes. En d'autres mots, les personnes qualifiées comme étant des nihilistes ne croient en rien. Cette théorie philosophique pourrait être selon moi associée à un mot beaucoup moins compliqué, le néant. Le néant, cet aspect de la mort que représente Ulquiorra Schiffer, le Quattro Espada. Et d'ailleurs son cas est très différent d'un espada comme Stark qui représente la solitude. Stark lui est peiné d'être seul. Il en souffre et il ira même jusqu'à se séparer en deux pour pallier à cette solitude. Ulquiorra lui ne peut même pas être peiné d'être seul puisqu'il est incapable de ressentir ne serait-ce qu'une émotion. Que ce soit la colère, la joie, la tristesse, la haine ou encore l'amour, l'espada numéro 4 en est dépourvu. Mais au contact de certains humains, il finira petit à petit par vouloir comprendre ceci. Comprendre les sentiments, comprendre le désir de protection, comprendre tout simplement la source de la vie, en d'autres mots, le cœur. Le cœur, non pas au sens propre du terme, mais plutôt le cœur qui renferme tous les sentiments et notamment l'amour. On dit souvent que chaque être vivant cherche tout au long de sa vie les choses qu'il ne possède pas. Ainsi, Ulquiorra, durant les instants qui ont précédé sa disparition, a cherché à avoir un cœur, lui qui est né du néant. Comme je vous en avais déjà parlé, on va petit à petit faire de plus en plus de vidéos sur Bleach, dont la fameuse vidéo sur le Reiatsu qui, si tout va bien, est censée arriver en décembre. Donc en attendant, je vous invite à venir me rejoindre sur Twitch, les liens sont en description, où je stream tous les vendredis, dimanches et mardis à 21 h. On s'amuse vraiment super bien. Je vais d'ailleurs bientôt lancer un concept de radio libre. Donc si jamais vous voulez y participer, il faut rejoindre mon Discord qui est aussi en description et venir sur les lives Twitch. Je vous invite également à venir sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et tout. Vraiment tout est en description, vous pouvez pas manquer. Voilà, rejoignez-nous, on va discuter un peu, c'est vraiment très sympa. Vous me connaissez, j'aime beaucoup parler d'écriture et de philosophie un peu et des développements des personnages. Et c'est pour ça que cette vidéo sera en deux parties. La première correspondra plus à l'écriture d'Ulquiorra, son développement, ce que je pense que Kubo a voulu raconter à travers le 4e espada. Et la seconde sera consacrée à sa puissance et surtout à son véritable classement de l'espada. Et d'ailleurs, j'ai prévu une toute petite partie sur Yami pour expliquer pourquoi pour moi c'est bel et bien le plus puissant des espadas, même si bon, c'est un peu bizarre et que ça fait débat. Sur ce, Ohayou Mina, c'est Hiro et aujourd'hui, on parle de Ulquiorra Schiffer, le Quattro Espada. 心だと貴様ら人間はたやすくそれを口にする。まるで自らの手のひらの上にあるかのように。くだらん。お前とお前の仲間の結末はすでに決まっている。 Il n'y a rien. Voici ce qui semble avoir été les premiers mots de Ulquiorra lors de sa résurrection en Vastolorde. Dans le 3e officiel character book, nommé Unmasked, dont la couverture met justement en avant le 4e espadas, on y retrouve un chapitre spécial nommé Not Be, But Be, à traduire par ne pas être, mais être. En effet, ce chapitre nous raconte l'histoire de Ulquiorra pendant sa vie de Vastolorde. Personnellement, je trouve ce titre plein de sens. Ne pas être, mais être. Être né, vivre, respirer, marcher, mais ne pas être capable de ressentir la moindre émotion. C'est d'autant plus un con quand on sait que les holos naissent des ressentiments, des regrets, de la colère, des tourments ou même de la tristesse. Comment Ulquiorra, qui est l'un d'entre eux, qui possède même le plus haut rang parmi ceux-ci, ne pouvait lui rien ressentir. Dans ce même chapitre, on apprend que Ulquiorra à la base n'est doté que des yeux. Il ne possédait ni d'oreilles pour entendre, ni de bouche pour communiquer. Même parmi les siens, il était à part. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il était si fidèle à Aizen. Parce que quand on regarde bien, c'est Aizen qui a offert des oreilles et une bouche à Ulquiorra. C'est donc quelque part Aizen qui lui a permis de communiquer avec les autres et donc de continuer à chercher ce cœur qui lui manquait tant. Ce one-shot se finit sur quelque chose de très intéressant selon moi. Et Ulquiorra trouve un espèce d'arbre qui semble être la source des branches qui parsèment le Uekomudo. Et pour la première fois de sa longue existence, il fut intrigué par quelque chose. Il entrera donc dans cette espèce de buisson géant afin de s'y étendre.
Alors, je viens de dire que c'est grâce à Aizen qu'il est devenu Arrancar, mais on peut aussi penser que c'est grâce au champ d'épines et de ronces qu'il a pu briser son masque. Selon moi, la case n'est pas vraiment claire, donc justement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ulquiorra dit lui-même qu'il voit ce buisson géant comme quelque chose de proche du néant, ce qui veut dire qu'il considère ce buisson comme quelque chose de proche de ce qu'il est lui-même. Le fait qu'il se complaise dans cette étendue de branches veut peut-être montrer que la seule chose dans laquelle l'Espada se sent bien, c'est le néant, ou plutôt pour faire encore plus simple, le vide. Puisque Hachi explique à la base que Baraga n'était qu'un être humain qui avait peur du vieillissement, on peut peut-être supposer que Ulquiorra était un être humain incapable d'avoir le moindre sentiment. Un homme qui toute sa vie a été seul, mais surtout un homme qui n'a jamais su trouver une raison d'exister. Quelqu'un pour qui tout était sans intérêt, comme il le dit lui-même, rien de ce que je ne vois n'a de sens et ce que je ne vois même pas n'a pas d'existence. C'est donc après ce rêve que Ulquiorra se réveillera croisant Orihime. Était-ce un rêve ou plutôt des souvenirs? On n'a pas vraiment de certitude. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était bel et bien la vision de Ulquiorra sur le monde et sa vision sur lui-même. D'ailleurs, puisqu'on parle de Orihime, je pense qu'il serait vraiment intéressant de se pencher sur sa relation avec Ulquiorra. Dans le but d'attirer un maximum de personnes puissantes dans le Wikomundo, Aizen demandera à Ulquiorra d'enlever Orihime pendant que Luffy et son groupe faisaient diversion dans le monde réel. Et justement, le fait que ce soit Ulquiorra qui soit chargé de la garde de Orihime n'est clairement pas anodin pour moi. Comme on l'a déjà répété à maintes reprises dans la vidéo, Ulquiorra représente le néant, le vide. Mais si on devait lui trouver un opposé complet, ce serait sûrement Orihime. Si Ulquiorra est le vide et par ricochet la mort, alors Orihime est ce qui peut s'apparenter à la vie. En effet, Inoue est une femme en qui se mélange énormément de sentiments. Joie, tristesse, gêne, inquiétude, mais surtout un sentiment tout particulier, le sentiment même qui semble être à la base de la vie, l'amour. Oui, Orihime Inoue est l'être qui arrive à mêler tout ça. C'est donc naturellement que Ulquiorra sera vraiment intéressé par la jeune fille. C'est aussi pour ça qu'il mettra plusieurs fois à l'épreuve ses fameux sentiments. Par exemple, quand Ichigo et les autres débarquent dans le Wikomundo, il tentera de faire sombrer Orihime dans le désespoir en essayant de jouer sur ses craintes de voir ses amis se faire tuer. Il blessera gravement une première fois la personne en qui elle avait mis tous ses espoirs et il tentera de continuer la pression. Mais malgré tout ça, la jeune fille continuera à garder espoir. Le vaste Lordé finira donc par complètement assumer sa recherche du cœur. Lui qui pourtant a maintes fois fui et a maintes fois nié le fait qu'il s'approchait des humains. Il le fera face à Ichigo lorsque celui-ci lui dit qu'il s'est peut-être rapproché de lui, c'est-à-dire rapproché de lui en tant qu'humain. Et il fera pareil lorsque Orihime l'appellera avec certains suffixes humains. Nous ne voulons pas se mêler à tout ça. En fait, Ulquiorra veut comprendre comment, malgré la situation critique dans laquelle se trouve Orihime, elle peut réussir à esquiver la peur qui est pourtant un sentiment si naturel chez les humains. Voilà pourquoi il lui demandera ce qu'est le cœur et comment pourrait-il le comprendre. Lui qui de base n'était doté que de la vue, était capable de tout voir. Rien n'échappait à ses yeux. Pourtant, il n'arrivait pas à observer ce fameux cœur dont elle parlait sans cesse. C'est là que sûrement le personnage de Ulquiorra est super intéressant. Comme je l'ai déjà dit, lui qui lors de ses premières apparitions semblait maîtriser les humains, les trouvant inutiles, lui qui ne voulait absolument pas ressembler à ceux-ci, oui, cette même personne était au fond peut-être jaloux de ces humains, ces gens capables de ressentir ses émotions, ces gens dotés d'un cœur. Cette tendance que Ulquiorra a à reproduire son trou chez ses adversaires est peut-être la marque de ce manque qu'il a en lui. Faire ça lui permettait sûrement de partager quelque chose avec quelqu'un, partager son néant avec les autres. Sa relation avec Ichigo aussi est super intéressante à analyser. Si Orihime représente les sentiments comme l'amour, la joie ou la confiance, Ichigo lui représentait l'espoir. L'espoir d'être sauvé ou encore l'espoir d'une victoire. Et ça, il n'y a pas que pour Orihime que Ichigo incarne l'espoir. C'est pareil pour la Soul Society. Dans le combat à la fake Karakura, il était attendu un peu comme le Messie parce qu'il n'avait pas vu la forme libérée de Kyoka Soigetsu. Et ce fut la même chose lors de la seconde invasion du Vandenreich. Il était considéré comme l'un des derniers espoirs puisque les Quincy étaient incapables de voler son Bankai. Idem quand Nel fit appel à lui pour sauver le Wikomundo et encore plus face à Iwatch. L'obsession que Ulquiorra a pour Ichigo vient du fait qu'il veut prouver à Orihime la futilité des sentiments humains. D'ailleurs, il le lui dit clairement, regarde ce que j'ai fait à celui en qui tu avais placé
toute ta confiance et tous tes espoirs. Mais d'un autre côté, on a aussi l'impression qu'une partie de lui veut quand même croire en cet espoir. On le voit dans sa façon de parler à Ichigo, quand il lui donne des conseils en lui disant d'être attentif, quand il lui demande de lui montrer toute sa force, comme si quelque part il lui demandait de lui prouver qu'il a tort. D'ailleurs, même si leur combat se finit par la mort de Ulquiorra, pour moi c'est bel et bien ce dernier qui a gagné. Oui, il a perdu la bataille, mais il a gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, il a gagné un cœur. À travers Ichigo, mais surtout grâce à Orihime, il a su gagner ce qui lui a toujours manqué, sûrement en tant qu'homme, mais aussi en tant que holo. Voilà un peu ce que je pense de Ulquiorra en tant que personnage. Lui qui, au moment de s'éteindre, vit pour la première fois une main tendue vers lui. Maintenant, on va du coup se concentrer sur sa puissance et aussi sur où est-ce que je le placerai dans le classement de l'Espada. Je précise que c'est totalement personnel et que voilà, je peux me tromper si vous n'êtes pas d'accord. Je vous invite à en parler en commentaire. On va commencer par une présentation rapide des capacités de Ulquiorra. Comme vous le savez sûrement, de base, Ulquiorra est un Vastolordé. Il fait donc partie de la catégorie la plus puissante des Menos et donc des Holos. Je ferai un point complet sur tout ça dans ma vidéo sur le Ryatsu, ne vous inquiétez pas. Donc abonnez-vous et attendez que ces vidéos sortent. Normalement, elles arrivent en fin décembre. Comme les autres Espadas, sauf exception pour Stark, le Primera Espada, il fut transformé par Aizen en Arrancar, obtenant ainsi une bouche et une oreille avec un Zanpakuto, mais également un grand gain de puissance. Bon, après il y a toujours ce mystère, est-ce qu'il a été vraiment transformé par Aizen ou est-ce que c'est les ronces qui ont brisé son masque? On en discutera. Sa libération se nomme Murciélago. Désolé pour l'accent espagnol, moi j'ai fait allemand LV2. Ce qui signifie en espagnol chauve-souris. D'ailleurs, sa citation c'est « enfer murciélago », ce qui je trouve correspond très bien à son caractère, comme pour enfermer dans le néant tout ce qu'il a à portée de lui. Comme tous les Arrancar, sa résurrection lui donne un énorme gain de puissance, une guérison, et l'un des plus impressionnants sera sûrement l'augmentation de sa vitesse, je trouve. Il sera, grâce à son Sonido, capable de surpasser Ichigo en Bankai plus masque, et sachant que la vitesse est justement le point fort de Tensa Zangetsu, c'est vraiment quelque chose de notable. Je vous rappelle que même quand Grimmjow était un peu supérieur à Ichigo, il ne le surclassait pas vraiment en vitesse. D'ailleurs, au passage, je doute vraiment du fait que Zomari le Roux soit l'Espada possédant le Sonido le plus rapide. De ce qu'on a vu, Ulquiorra ou même Stark semble le dépasser à ce niveau. Mais ça reste selon moi. Sinon, pour revenir à l'Espada numéro 4, en Résurrection 1, comme tous les Espadas en Resurrection, Ulquiorra est capable d'utiliser le Zero Oscuras qui dans son cas est complètement dévastateur puisqu'il pulvérise Ichigo qui était pourtant au maximum de ses capacités. À ça, on peut ajouter la Luz de la Luna qui lui permet d'avoir une très longue portée au niveau des attaques. Mais au-delà de tout ça, Ulquiorra possède une capacité unique, sa seconde Resurrection. Plus précisément, Resurrection Segunda Etapa. Dans les Good Book Unmasked, Kubo nous apprend que quelque part, Ulquiorra considère cette forme comme ce qui est le plus proche du néant et donc ce qui est le plus proche de son peuple, les Holos. Et que c'est sûrement pour ça qu'il décidera de ne pas la montrer à Aizen, peut-être par honte ou par pudeur. Ce qui est sûr, c'est que dans cette forme, Ulquiorra passe à un tout autre niveau de puissance. Sa puissance qui était déjà très élevée est encore accrue et Ichigo ne pourra même plus le suivre. Son Ryatsu explose et devient tellement pesant que lui-même qualifiera cette forme de représentation du désespoir. Il est dans cette forme capable d'exécuter sa plus puissante attaque, la Lanza del Relámpago. Une attaque qu'il semble lui-même craindre puisqu'il dira à Ichigo qu'il n'aimerait vraiment pas être à ses côtés lorsque celle-ci le touchera. Et on pourra observer de nos propres yeux les dégâts de celle-ci. À toutes ses capacités offensives, il faut aussi garder à l'esprit qu'Ulquiorra est également capable de régénérer presque à l'infini ses membres et guérir ses blessures. Donc sauf attaque vraiment destructrice du premier coup comme Ishinator lui a fait, il est très dur de le combattre. Voilà donc pour ses capacités. Maintenant on va voir un peu où est-ce qu'il se situe selon moi dans le classement de l'Espada. Alors de base, le classement de l'Espada est censé aller de 1 à 10, mais en réalité, il va de 0 à 9, l'Espada numéro 0 étant l'Espada le plus puissant. Personnellement, si on prend cette configuration, je pense que Ulquiorra est le numéro 3 et donc le 4e plus fort. Il serait donc devancé par Baragan, Stark et Yami. Alors je vois déjà beaucoup de gens venir me dire que Yami n'est pas le plus puissant des Espadas et je vais donc tenter de vous prouver que même si c'est compliqué à croire, c'est bien le cas. La plupart de mes arguments se trouvent encore une fois dans le 3e official character book Unmasked. Dans le character
File 51, qui correspond donc à la fiche de Yami, Kubo nous explique qu'à cause de son attitude arrogante, ses ennemis et même ses alliés ont tendance à le sous-estimer, mais que sa puissance est bien réelle, et il précise que son Sero en Resurrection est extrêmement puissant et difficile à esquiver. Sur la même page, Kubo dit aussi que lorsqu'il a affronté Byakuya et Kenpachi, il a réussi à leur infliger des graves blessures, et il précise même encore une fois que Yami est bien digne de son rang d'Espada 0. Ça veut tout dire selon moi. Ici, vous me direz sûrement que Kenpachi et Byakuya n'ont pas d'égratignure en retournant à la Soul Society, mais personnellement, je pense que c'est sûrement Isane qui leur a promulgué les premiers soins, ou Mayuri qui, d'après Kubo, observait le combat. Et pour en rajouter une couche, aux pages 94 et 95 de Unmasked, Kubo dit ceci. En Resurrection, la colère de Yami lui permet de devenir gigantesque. Il lui pousse 12 pattes, peut-être pour soutenir son corps immense, et cette croissance décuple simultanément la puissance de Yami en force physique comme en Ryatsu, et il dépasse même Grinjo, Noitora et Ulquiorra. Ici, c'est bien précisé qu'il dépasse Ulquiorra, et ce sont les paroles de l'auteur, donc voilà. Et pour clore le débat, il est aussi dit que Kakapuro, donc le chien de Yami, qui était son seul fraction, connaît tout du plus fort et du plus faible des espadas. Donc là, Kubo nous dit bien texto que Yami est bien le plus fort et aussi le plus faible quand il n'est pas en Resurrection des espadas. Voilà, c'est clair. En fait, je pense que le quiproquo sur Yami vient du fait que ses pouvoirs sont assez mal compris. Yami est exactement comme Montoto Yuppie dans Hunter x Hunter. Plus il est en colère, plus il devient puissant. De ce fait, sa puissance est quasi illimitée. C'est ça qui fait de lui le plus fort des espadas. Après, est-ce qu'en un contre un, il prend Stark, Baragan ou même Ulquiorra? Ça, selon moi, c'est un autre débat, mais en termes de Ryatsu, il est surclasse, ça c'est sûr. Et justement, le classement de l'espada est fait en fonction des Ryatsu, pas en fonction des compétences. Alors, c'est vrai que Byakuya et Kenpachi le qualifieront de nul, mais ce sont leurs impressions personnelles, et Kubo le rappelle, il le précise dans Unmasked que ce n'est que leur impression personnelle. Donc voilà pourquoi toutes les sources officielles semblent indiquer que Yami est bien le meilleur des espadas. Du coup, pourquoi je dis que de 0 à 9, Ulquiorra serait le numéro 3? Ben parce qu'il dira à Ichigo qu'il y a 3 espadas plus forts que lui. Alors on pourrait se dire que ces 3 espadas sont Haribel, Stark et Baragan, sauf que d'après les dires de Kubo, il semble que ce soit Yami le plus fort. Et en plus de ça, dans le même Unmasked, Kubo nous apprend que Ulquiorra connaît la vraie force de Yami et que c'est pour ça qu'il se moque de lui quand il est en position de faiblesse. Alors il y a toujours moyen que Ulquiorra parlait juste de la logique à laquelle Ichigo avait adhéré, mais personnellement je pense qu'en plus de Yami, Baragan avec la Respira et Stark, dont on a selon moi pas vu la puissance totale, lui sont supérieurs. Je pense également qu'il est supérieur à Haribel en ce qui concerne le Ryatsu, parce que bon, quand on regarde l'impact du Ryatsu de Haribel sur par exemple quelqu'un comme Toshiro et l'impact du Ryatsu de Ulquiorra en forme Seconda Iktapa sur quelqu'un comme Ichigo, ben selon moi il y a une différence. Bon, c'est pas le meilleur des arguments, mais ça reste quand même ma conviction. Et même, je trouve qu'il a surclasse en Ryatsu, mais aussi en Sonido, en vitesse. Je vois très mal la troisième des espadas résister à la Lanza del Relámpago. Donc voilà, pour moi il reste quand même au-dessus de Haribel. Voilà donc ce que je pense de la puissance de notre cher Quattro Espada. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce en l'air, voilà, pouce bleu. Comme d'hab, ça permet de référencer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça permet un meilleur référencement. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitch. On stream tous les mardis, vendredis, dimanche, 21h heure française. Et à rejoindre mon Discord en description. On y parle Bleach et c'est vraiment très intéressant. Comme j'ai dit, la vidéo sur le Ryatsu, je vais faire en sorte qu'elle arrive très bientôt. J'espère qu'elle arrivera fin décembre. Sauf qu'elle me prend énormément de temps à faire. Pour vous dire, j'ai dû me refaire genre tout Bleach en entier. Là, je vais bientôt finir ma relecture complète de Bleach. Je crois qu'il doit me laisser un tome. Et en plus, j'aurais voulu lire au moins certains romans avant. Donc voilà. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hero.